Hey salut, donc bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos dans laquelle je vais vous présenter des films qui tournent autour des échecs et donc où je vais faire une critique, vous donner mon avis en tant que joueuse d'échecs, est-ce que ça représente bien ou pas ce jeu. Donc voilà. Alors aujourd'hui je vais pas du tout commencer en vous présentant mon film préféré sur les échecs, ça ce sera pour une prochaine fois, mais je profite de la sortie d'un nouveau film récemment sur la plateforme Netflix, il y a de ça à peine un mois, donc c'était début février 2020. Et donc c'est un film polonais qui s'appelle The Coldest Game. Donc The Coldest Game, ça veut dire le jeu le plus froid. Donc vous pouvez comprendre un peu à quoi ça fait référence. Ça fait référence et à la fois au jeu des échecs, où il faut contrôler ses émotions, c'est un sport intellectuel, donc c'est vrai que c'est assez froid à ce niveau-là. Et en même temps, ça fait référence bien sûr à la guerre froide, parce que ça se déroule durant cette période. Tout de suite, ça peut vous rappeler voilà, le match entre Bobby Fischer et Boris Spassky, qui a eu lieu en 1972, justement durant la guerre froide, et voilà, qui est un vrai fait historique, où justement les États-Unis affrontaient voilà, l'URSS, mais de manière psychologique, intellectuelle. On voulait voir quel pays était un peu le plus intelligent. Donc ça a eu beaucoup d'impact à cette époque-là. Là, ce film s'inspire de cette partie, mais cette fois c'est totalement de la fiction, attention à ça. Vous pourriez croire que voilà, c'est quelque chose qui a réellement existé en pensant justement à la partie de 1972 entre Fischer et Spassky. Mais là non, c'est totalement fictif. C'est durant la crise des missiles de Cuba en 1962. Pour faire un petit rappel historique, donc durant la guerre froide, les États-Unis ont commencé leur blocus autour de l'île de Cuba, justement parce que l'île de Cuba, dans les années précédentes, avait exproprié des industries américaines de l'île. Ils se sont rapprochés du mouvement communiste et ont commencé à se rallier de plus en plus avec l'URSS. Et comme du coup, durant la guerre froide, les États-Unis et l'URSS, ils avaient de gros désaccords. Ça n'a pas du tout plu aux États-Unis et donc ils ont fait un blocus autour de cette île soutenu par des pays de l'Europe, etc. Donc voilà, et donc le film se déroule en octobre 1962, justement au moment historique où le 14 octobre 1962, un avion américain a découvert l'installation de lance-missiles de l'URSS présent sur l'île de Cuba. Et donc c'est tout le contexte historique du film. Les États-Unis s'inquiètent drôlement parce que ils ont peur pour la Floride qui est pas loin. Et ils ont peur qu'un missile soit lancé et donc ils se demandent eux-mêmes est-ce qu'ils doivent riposter et envoyer un missile ou pas. Ils veulent connaître voilà, les plans de l'URSS. Donc voilà, donc avec ce contexte historique, il y a un film d'espionnage dans lequel est intégré ce match d'échecs entre les États-Unis et l'URSS. Mais voilà, c'est plus une excuse, c'est pas du tout le sujet principal du film, c'est plus une excuse pour que les États-Unis et l'URSS se rencontrent au même endroit, donc à Varsovie en Pologne, et qu'il puisse y avoir justement de l'espionnage, des histoires d'infiltration et tout ça. Donc voilà, en réalité, mais c'est ce que je trouve intéressant aussi dans ce film, c'est que la partie d'échecs a lieu plus hors de l'échiquier que sur l'échiquier. On a tout l'aspect psychologique des échecs, deviner le coup de l'adversaire, deviner ses pensées à travers l'espionnage. Donc c'est à ce niveau-là que voilà, ça parle d'échecs, mais pas réellement sur l'échiquier en tout cas. Et justement, c'est quelque chose que je reprocherais à ce film, c'est que les parties d'échecs qui sont jouées sont peu montrées, et quand elles sont montrées, elles sont mal montrées. On va en parler tout à l'heure par rapport à mon avis sur le film. J'ai trouvé vraiment ça très très dommage. Avant de donner mon avis, justement, un autre aspect que je trouve très intéressant dans ce film, c'est que ça nous fait réfléchir sur les événements qui ont eu lieu en 2019. Donc bon, pour ceux qui sont pas trop au courant des événements historiques et de l'actualité d'aujourd'hui, pour faire simple, en gros, en 1987, vers la fin de la guerre froide, les États-Unis et l'URSS ont signé un traité, c'est le traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire, donc on l'appelle le FNI, qui stipulait que donc les États-Unis et l'URSS, ces deux grandes puissances, ne pouvaient pas avoir en leur possession des missiles ayant une portée entre 500 et 5500 km. Donc ça permettait de stopper voilà, cette guerre nucléaire. Le problème, c'est que justement l'année dernière, en 2019, les États-Unis se sont plaints parce que voilà, la Russie ne respectait pas certaines règles et violait certaines règles.
Ces deux grandes puissances en plus ne voyaient plus trop de sens à ce traité-là, puisque d'autres pays comme la Chine, le Pakistan ou l'Inde ont des missiles de ce type en leur possession. Et du coup, le 2 août 2019, officiellement, le traité s'est arrêté. Les deux grosses puissances ont mis fin à ce traité. Et donc peuvent désormais avoir de nouveau des missiles de ce type sur leur territoire. Donc c'est un film qui nous fait vraiment réfléchir sur l'actualité, qui nous rappelle les erreurs du passé et qui nous dit un peu, faudrait peut-être pas reproduire ce problème-là. Donc voilà, c'est ce que je trouve intéressant dans ce film. Donc pour tous ceux qui aiment l'actualité, le contexte historique, c'est intéressant, je vous le recommande. Mais voilà, c'est pas un film qui tourne spécialement sur le thème des échecs, c'est juste quelque chose qui est présent. Mais voilà. Bon alors, mon avis sur le film. Alors, en tant que spectatrice lambda, j'ai bien apprécié. C'est un film d'espionnage qui est intéressant. C'est pas le meilleur que j'ai vu, mais voilà, il est sympa à voir. Il y a des bonnes musiques, c'est bien filmé. Et comme je vous ai dit, voilà, c'est intéressant de se rappeler de l'histoire de la guerre froide et que ça fasse écho sur l'actualité d'aujourd'hui. Donc ça, j'ai bien aimé. Après, en tant que joueuse d'échecs, j'ai pas vraiment apprécié le film parce qu'il y a plein de choses qui m'ont un peu embêtée et agacée. Bon, alors déjà, j'ai trouvé très dommage que ce soit autant inspiré de la partie Fischer-Spassky de 1972 durant la guerre froide. C'est vraiment le même contexte. Et du coup, je trouve ça dommage parce que des joueurs ou des personnes qui peuvent avoir connaissance de cette partie mais sans plus, peuvent croire que du coup ce qui est montré dans ce film est réel et c'est réellement passé. Ils peuvent croire que c'est la partie de 1972, alors que là c'est totalement fictif. Donc bon, ça déjà j'ai trouvé ça dommage, pas très original. Ils auraient pu trouver peut-être un autre moyen ou changer un peu, je ne sais pas. Mais voilà, j'ai pas trouvé ça très original. Ensuite, ce qui m'a un peu énervé, c'est l'image qui est donnée des échecs. C'est toujours un peu une mauvaise image. Le fort joueur d'échecs est un alcoolique, un mathématicien, un joueur de poker, donc qui aime parier, qui est sale, qui est fou, qui pense tout le temps que aux échecs. Donc voilà, clairement ça aide pas à l'image positive qu'on voudrait donner des échecs, ça donne pas envie de jouer. Donc ça, j'ai trouvé ça dommage, c'était un peu trop stéréotypé, un peu trop simple. Bon, et enfin, ce qui m'a un peu embêté à agacé dans ce film, c'est que si tu décides de faire un film qui tourne quand même autour des échecs, même si c'est pas ton message principal, c'est le film d'espionnage, etc., mais quitte à intégrer les échecs et que ce soit présent du début à la fin du film, bon, c'est bien d'essayer de montrer quand même les positions et les parties qui sont jouées. Là, ce qui est dommage, c'est qu'on voit que très très rarement les positions, et quand on les voit, la caméra bouge tout le temps, donc c'est impossible à suivre. Je suis d'accord que bon, c'est pas un film pour les joueurs d'échecs, c'est un film pour des spectateurs qui aiment les films d'espionnage, mais quitte à intégrer les échecs, autant montrer pour les gens que ça intéresse, et les gens ne s'intéressent pas, c'est pas grave, ça reste un film agréable à voir. Donc bon, j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Et ensuite, c'est que quand les positions sont plus ou moins montrées, elles sont mal montrées parce que on saute des coups qui sont joués. Et donc on passe d'une position à une autre sans comprendre comment on y est arrivé. Et ça, c'est dommage. Justement, je veux revenir sur l'une des positions qui apparaît, c'est à peu près la seule que j'ai réussi à suivre du film, mais c'est la position qui apparaît lors de la finale de la première partie. L'Américain a les noirs et le joueur de l'URSS a les blancs. Donc c'est une position très intéressante de finale, et donc j'aurais voulu l'étudier un peu avec vous. Ça fait des beaux exercices, des beaux schémas. Alors ici, c'est au noir de jouer, donc les noirs jouent tour D2, très logique, pour aller attaquer le pion B2. Et donc les blancs font un coup qui semble tout à fait normal, cavalier A4 pour le protéger. Mais ici déjà vous avez un super coup à jouer avec les noirs, vous pouvez mettre en pause la vidéo pour le chercher, nous on va continuer. Donc effectivement c'est tour prend B2 pour créer deux beaux pions passés pas loin de la case de promotion. Ça force le cavalier à reprendre la tour et du coup les noirs peuvent même gagner un temps en jouant C3, ils gagnent un temps sur le cavalier et approchent encore plus vite leur pion de la case de promotion. Et ici déjà faut pas se gourer avec les blancs, faut trouver les bonnes défenses parce qu'il y en a qui perdent vraiment immédiatement. Alors par exemple une défense logique ce serait cavalier D3.
pour venir contrôler la classe de promotion en C1 et sauver son cavalier. Mais ici, on va gagner avec les noirs. Est-ce que vous pouvez trouver le coup? Oui, voilà, effectivement, c'est le coup C4 qui fait un échec à la découverte et donc attaque le cavalier en même temps. Et les noirs vont gagner ce cavalier et vont faire promotion par la suite. Hein. Ces pions sont inarrêtables, même si les blancs ont une tour, ils sont beaucoup trop proches de promotion. Donc cavalier D3 n'est pas possible comme défense. Alors, on peut penser à une autre défense. Bon, il n'y en a pas 36 000. Effectivement, la seule autre défense, ce serait tour prend B6. Pourquoi tour prend B6? Tout simplement pour supprimer le fou et éviter donc les échecs à la découverte. Comme ça, maintenant, les blancs vont pouvoir faire cavalier D3 beaucoup plus tranquillement. Donc effectivement, ici, si les noirs, on décide de reprendre la tour, bah, les blancs font cavalier D3 et vont stopper nos pions. Maintenant, sur C4, ils mettent tout simplement leur cavalier devant le pion et les bloquent. Et le roi blanc n'aura plus qu'à aller chercher tous les pions noirs. Donc voilà pour ça. Si les noirs décident de faire C2, bah c'est exactement pareil. Là, les blancs font tout simplement cavalier D3 et si on les chasse, ils se mettent devant et ils bloquent tout. Donc voilà. Mais donc ici, il y a quand même un coup avec les noirs pour continuer à progresser. Vous pouvez mettre en pause la vidéo pour le chercher. C'est très intéressant. Voilà, effectivement, c'est le coup C4. Pourquoi C4? Bah justement pour empêcher le cavalier d'aller en D3 et donc menacer maintenant d'avancer le pion et d'aller à promotion. Le problème c'est que la tour peut pas réellement arrêter les pions. Par exemple, c'est fait tour C6, bah là tout simplement on mangerait le cavalier et on irait à promotion. Donc ici dans la partie, ce qui est joué, c'est tour B4 pour les blancs. Mais c'est une grosse erreur de nouveau, on ne peut pas l'arrêter. Donc je vous laisse réfléchir pour voir si vous trouvez. Voilà, effectivement, la bonne réponse, c'est A5. Alors pourquoi A5 ça fonctionne et les noirs gagnent? Bah tout simplement, parce que si les blancs décident d'aller chercher le pion, bah le pion noir va prendre le cavalier, change de colonne, et il peut aller à promotion, vu qu'on contrôle la case B4, et la case C1, la tour ne peut plus l'arrêter. Autre chose, si les blancs décident de prendre le pion, bah là de nouveau on fait C2 et on ne peut pas arrêter ce pion. Donc là les blancs ne peuvent plus rien faire. Et c'est comme ça que l'américain dans la partie gagne la première partie du match. Alors pourquoi je dis que c'est mal filmé? Bah, tout simplement parce que c'est très difficile à suivre, on ne peut pas suivre ça en direct sur le film. Moi j'ai dû mettre un échiquier et essayer de deviner les coups, tout simplement parce que on passe de cette position directement à cette position. Donc il saute deux coups des joueurs, donc c'est vrai que c'est très dommage, c'est très difficile à suivre. Donc bon voilà, si c'est un film sur les échecs que vous cherchez, c'est clairement pas un film pour vous, d'autant plus que même les termes échiquiens qui sont employés sont parfois faux. On parle dans le film de sacrifice alors que c'est simplement des échanges fous contre cavaliers. Il y a la femme que vous verrez qui est tout le temps dans le film qui parle de reine alors que bon bah des joueurs d'échecs vont dire dame. Alors je veux bien, c'est peut-être pas une joueuse d'échecs etc, mais elle a l'air quand même de suivre les parties, de comprendre ce qui se passe. Donc je trouve pas ça très crédible et je trouve ça dommage. Mais bon, si vous voulez juste voir un film d'espionnage sympa, avec un contexte historique, et qui est en plus un peu l'ambiance des échecs dedans, c'est un film très bien pour vous, et dans cela je vous le recommande. Mais vous attendez pas à en apprendre sur les échecs, clairement pas. Voilà. Donc voilà, donc pour terminer sur ce film, j'ai deux petites anecdotes de tournage à vous raconter qui rendent ce film encore plus inquiétant et triste qu'il ne l'est déjà. Normalement le rôle principal devait être joué par William Hurt, mais il s'est cassé la jambe juste dès le début du tournage, donc à la dernière minute on a appelé Bill Pullman pour le remplacer, donc c'est l'acteur que vous voyez dans le film. Et une autre anecdote, cette fois vraiment triste, c'est que le producteur polonais, dont je ne dirai pas son nom parce que j'ai aucune idée de comment ça se prononce, mais le producteur du film a disparu quelques jours avant l'avant-première, et il a été découvert quelques jours plus tard, flottant dans un lac. Il serait tombé de son bateau à moteur et il serait mort. Donc c'est en plus le dernier film de lui qu'on peut voir. Donc voilà.
Donc bon bah j'espère que ce type de vidéo vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Si vous voyez le film, bah mettez en commentaire votre avis sur ce film, qu'est-ce que vous en aviez pensé. Et sur ce, bah n'hésitez pas à vous abonner pour voir les prochains films que je vous recommanderai. Allez, ciao!